Bonjour et bienvenue à l'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL 101.5. Là, on avance dans l'été tranquillement. Il nous restera 2 émissions après celle-ci. Et puis là, en ce moment, à l'heure où on accuse des retards qui sont considérables dans les dossiers sur la transition socio-écologique, voire même des reculs majeurs, il y a des inquiétudes qui sont soulevées. Les fossés se creusent davantage dans la communauté. Il y a la précarité individuelle et collective qui est de plus en plus présente dans toutes les sphères. On ajoute à ça la fatigue militante, climatique, la guerre et j'en passe. Là, on est comme dans un moment où est-ce que ça peut sembler difficile de s'accrocher à des idéaux, de s'accrocher à des schémas qui pourraient être différents dans la société, à des revendications claires aussi, peut-être même à l'idée de continuer les luttes. Et c'est pour ça que j'avais envie d'introduire une table ronde aujourd'hui sur la décroissance, l'économie sociale pour un futur peut-être plus viable. Et à travers ça, il y a plusieurs solutions qui sont sur la table. C'est ça, si on regarde du côté de la décroissance et de l'économie sociale. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir, le privilège de recevoir des invités qui possèdent une grande expertise en ces matières-là et qui pourront en parler plus largement aujourd'hui. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Nous avons à la table Yves-Marie Abraham. Bonjour, Yves-Marie. Bonjour. Merci d'être là. Donc, il est professeur agrégé au département de management au HEC Montréal, où il mène des recherches, donne des cours sur le thème de la décroissance. Il est responsable des programmes du 2e cycle en gestion de l'innovation sociale au HEC. Il est aussi membre du collectif de recherche Polémos Décroissance et son plus récent livre s'intitule « Guérir du mal de l'infini ». Excellent livre, allez vous le chercher. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Nous avons également en ligne Jonathan Durand-Folco, qui est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Il écrit dans diverses publications. Il est notamment l'auteur de « À nous la ville »,« Montréal en chantier » et « Le capital algorithmique » en coécriture. Il vient aujourd'hui à titre de collaborateur dans le mouvement Multitude qui a été nouvellement créé. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Et nous avons en plus Florence de Bellefeuille-Dunberry, qui est agente à la concertation au chantier de l'économie sociale et responsable des travaux préparatoires sur la transition socio-écologique pour le sommet de l'économie sociale. Bonjour, Florence. Allô, Maude. Et pour terminer, je vous présente Roberto Stevens-Collin, qui est responsable éditorial et de coordination de la revue Economia Humania. J'espère que je le prononce bien. Bien. Qui est basé à l'ESG de l'UQAM et affilié au regroupement des chercheurs et chercheuses en responsabilité sociale et en développement durable. Il est titulaire d'un baccalauréat en développement durable, d'une maîtrise en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Donc là, vous voyez, le panel qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose. Bienvenue, Roberto. Bonjour, Maude. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, tout le monde. Et là, on se lance sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de questions pour vous. Donc, déjà, on va partir avec les bases. La décroissance, la sobriété. Comment définir ça concrètement? Je lancerai la balle en premier lieu peut-être à Yves-Marie, notre expert en décroissance. J'aime pas trop le titre d'expert. C'est associé à tout un monde que je critique beaucoup, qui est celui de la technocratie. Donc, je dirais que je suis éventuellement chercheur là, sur ces questions-là. La différence entre sobriété et décroissance, souvent la sobriété, je vais être lapidaire, je veux dire la sobriété sans la justice, c'est l'austérité en fait. Et en gros, aujourd'hui, l'apologie de la sobriété, c'est pas mal un discours qui nous prépare à des formes d'austérité et qui vient en plus culpabiliser la population qui n'est pourtant que très marginalement responsable du désastre actuel. Donc je n'utilise jamais ce terme de sobriété. Éventuellement, on peut parler de suffisance, pourquoi pas. Mais je promeus effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, la décroissance, qu'on peut résumer par le sous-titre de mon bouquin. Oui. Si on veut affronter sérieusement les problèmes de l'heure que rencontre notre civilisation, il faut effectivement produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui. Donc c'est bien au niveau de la production qu'il s'agit d'intervenir, pas au niveau de la consommation. Évidemment, la consommation suivra. Si la production diminue, la consommation aussi. Mais c'est du côté du système de production qu'on a un problème.
Il faut aussi qu'on s'assure de partager beaucoup plus ce qu'il nous faut pour vivre, nos richesses, au sens large, pas juste nos richesses monétaires, mais la richesse tout court. Et idéalement, il faut qu'on puisse en décider ensemble aux échelles pertinentes aussi, c'est-à-dire notamment en délocalisant, en décentralisant la décision politique vers les régions. Voilà en gros les éléments clés du programme. Oui, pour mieux comprendre en quoi consisterait la décroissance, là, si on met de côté effectivement la sobriété comme telle et qu'on va davantage vers la décroissance. Roberto, peut-être que tu as envie de nous partager quelque chose par rapport à ça également. Parfait. Nous, dans le premier numéro de la revue, qui a été intitulé L'acceptabilité sociale de la post-croissance, on intègre l'idéal, ou du moins on intègre la vision de la décroissance, mais comme une étape de la post-croissance. On reconnaît qu'au final, que ce modèle d'organisation socio-économique capitaliste qu'on a hérité, qui est basé sur l'accumulation d'artefacts et la production économique et l'exploitation des flux matériels, ne tient pas. Et on promeut la décroissance, mais comme nous l'avons abordé dans le premier numéro, comme une phase de nos sociétés qui seraient des sociétés post-croissance. Il y a comme tous des débats autour de ces termes décroissance, post-croissance, et c'est des débats qui vont avoir, on peut avoir des guerres de clochers, on peut avoir comme des subtilités qui les partagent, mais à la fin de toute chose, on vise plus ou moins la même chose, ou du moins on vise quasiment la même chose, qui est de sortir de cette société qui rameute autant la terre que les humains pour une exploitation qui nous conduit vers de quoi qui n'est pas viable. Absolument. Et là, je me permets, Jonathan Durand-Folco, puisque tu es au téléphone, là, n'hésite pas à intervenir, à faire un petit tout-sautement pour dire « je suis là, j'aimerais parler ». Donc, peut-être que tu aimerais ajouter justement sur cette thématique de la décroissance. Oui, mais en fait, pour prendre la balle au bon, je dirais que ça consiste en différentes choses qui ont été dites. C'est en quelque sorte la décroissance de la production, de la consommation, en vue de réduire notre empreinte écologique sous toutes ses formes, mais qui doit être fait aussi de façon démocratique, équitable, et en vue d'assurer une forme d'épanouissement pour la vie humaine et pour les autres formes de vie aussi. Et puis, pour un peu reprendre aussi une autre expression qui a été amenée par Yves-Marie Abraham, qui est avec nous aujourd'hui, les trois éléments, je pense, qui sont les plus simples pour comprendre c'est quoi la décroissance, c'est produire moins, partager plus et décider ensemble. Donc, si c'est pas fait de façon démocratique et équitable, ce qui risque d'arriver, ça va être une forme de décroissance imposée, subie, une forme de récession, d'austérité. Et c'est souvent une des raisons pourquoi les gens accrochent avec le terme décroissance et disent, ben là, on veut pas vivre moins bien. En fait, peut-être on pourrait vivre avec moins de choses matérielles, mais augmenter la qualité de vie par les liens humains, par du temps disponible et autre chose. Oui, tout le monde ici hoche la tête en studio. Je pense qu'on est d'accord sur ce principe-là. Évidemment, on aimerait vivre mieux, différemment. Ce sera nécessaire et ça l'est de plus en plus. Florence, sur la thématique de la décroissance, qu'est-ce que tu aurais à ajouter à ça? Bien, je crois que c'est tous des mots qui peuvent paraître gros, peut-être compliqués pour beaucoup de gens, mais je pense que l'important, quand on utilise ces mots-là, c'est de montrer à quoi ils servent, donc à quoi ça ressemblerait une vie dans la décroissance si on réussissait la transition socio-écologique puis qu'on utilisait le modèle de la décroissance, ça serait quoi notre idéal, à quoi ça ressemblerait, puis là, ça ferait embarquer les gens dans cette vision-là. Oui. Et là, présentement, c'est sûr qu'on est un peu dans une chambre d'écho parce qu'on est tous et toutes d'accord avec ce principe-là de la décroissance. Et là, on le sait, le principe de décroissance ne devrait plus être approuvé ou n'est plus approuvé actuellement. Et pourtant, on semble s'en aller dans la direction complètement inverse actuellement. Pourquoi? On s'en va au lieu d'aller vers ce qu'on sait qui va être mieux, meilleur, qui est nécessaire. Pourquoi on prend le chemin inverse? Quelle serait la réponse à ça? Quelqu'un veut se lancer? Oui, Roberto? Je dirais comme l'un des enjeux ou l'une des grandes difficultés qui bloquent la transition socio-écologique ou pour aller d'une société de croissance à une société post-croissance, c'est entre autres la question du compromis social. On vit aujourd'hui avec ces limites dont on en parle actuellement, mais il y a quand même une forme de compromis social qui n'est même pas stable parce qu'on peut regarder au niveau de nos national ou au niveau international. Il y a continuellement des reconfigurations des rapports de force, des rapports de pouvoir, mais au-delà de ça, il
il y a comme un compromis social que le modèle capitaliste, le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, a donné, qui fait en sorte qu'on va soit produire d'une certaine manière, distribuer de manière inéquitable les choses qu'on produit et consommer certaines choses et ne pas consommer d'autres choses. Mais ce compromis social, c'est comme si dans l'idéal ou dans le projet de la post-croissance ou de la décroissance, on n'arrive pas encore à dégager les contours et ce compromis social. Ça touche à des questions de répartition et de cohésion. Comment on va façonner une nouvelle société, comment les gens de cette société vont se reconnaître en eux et comment ils vont continuer à vivre sans le délitement que peut amener comme des transformations aussi profondes que nécessite la décroissance. Donc, est-ce que ça serait que, étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes, plus on est incertain, plus on va s'accrocher à ce qu'on connaît? Est-ce qu'il y a un peu ce réflexe-là aussi de se dire, on va prendre les chemins qu'on connaît le mieux parce qu'on sait que ça fonctionne, entre guillemets? Il y aurait peut-être de ça, Florence? Oui, mais je crois que aussi ça revient à ce que Jonathan disait, que la décroissance est encore perçue comme une perte de qualité de vie, alors que ça devrait être le contraire. Puis c'est de là toute l'importance de justement montrer, puis d'imager, d'illustrer la notion de récit, à quoi ça pourrait ressembler pour que les gens comprennent et adoptent un peu ce que je disais à la première question. Jonathan, en ligne, j'ai entendu un petit soubresaut. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je dirais que ce qui a beaucoup changé dans les 15-20 dernières années, c'est ce qu'on peut appeler, c'est un terme en sciences politiques, qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Donc, c'est cet espace du discours qui paraît comme étant impensable, extrémiste, radical, acceptable, voire des idées partagées par le grand nombre. Si on remonte au début des années 2000, début 2010 même, les idées de décroissance parmi les milieux de gauche, les mouvements progressistes et même le milieu environnementaliste, c'était vu comme un gros mot, comme quelque chose d'impensable, d'extrémiste, radical. Je me souviens à cette époque-là, beaucoup de gens me disaient, mais là, vous êtes un peu excentrique avec vos idées de décroissance. Et après ça, au cours des années 2010, en raison des luttes, en raison des mouvements de contestation, des grandes avancées du mouvement écologiste, les idées de décroissance ont été popularisées. Et on se souvient en 2019, notamment avec les grandes mobilisations pour le climat, avec Greta Thunberg qui est venue à Montréal notamment. En fait, les idées de décroissance, à ce moment-là, même il y avait des reportages à la télévision, à la radio sur ça, et ça faisait plus peur aux gens. Mais là, ce qui explique pourquoi on recule aujourd'hui, après la pandémie, les mouvements sociaux se sont écrasés un peu, on pourrait dire, avec tout le contexte. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, et là, on nous parle, mettons, tarifs douaniers, d'indépendance énergétique et là, le premier ministre du Canada est en train de reculer, même on pourrait dire 20 ans en arrière, en raison du contexte des forces de droite, d'extrême droite, qui sont extrêmement puissantes à l'heure actuelle. Donc, cette fenêtre-là d'ouverture, je pense que si on avait continué dans la même lignée, la même lancée des années 2010, les idées de décroissance seraient vraiment largement partagées maintenant, mais on a reculé, on a régressé à différents niveaux en raison de ces forces je pourrais dire en gros mot ici, réactionnaires qui vont contre le sens de ce qu'il faut faire actuellement. Yves-Marie, pour ta part. Ouais, donc en écho à ce que disaient mes collègues, c'est clair qu'il y a vraiment une question d'imaginaire. Donc il y a un des slogans fameux qu'on utilise dans le milieu de la décroissance qui est celui de la décolonisation des imaginaires. En fait, c'est comment être capable d'imaginer un monde différent du nôtre et désirable. Différent, c'est pas trop difficile. On y arrive, mais qui soit en même temps désirable et différent, c'est pas simple. Donc là, oui, il y a un énorme boulot. Mais malheureusement, c'est ça, cette société de croissance, elle ne tient pas que sur un imaginaire, elle ne tient pas que sur des idées, que sur des représentations collectives, elle tient sur des bases très matérielles qui sont celles du capitalisme. En fait, la croissance, c'est une exigence du capitalisme, c'est comme ça que le capital s'accumule, c'est par la croissance, par la production et la vente de marchandises. Et dès qu'on commence à en faire l'analyse, on réalise qu'on est complètement coincé dans cette dynamique, et puis pas seulement à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle mondiale, et cette dynamique, en fait, échappe à peu près à tout le monde. C'est-à-dire que c'est finalement des dynamiques abstraites sur lesquelles personne ne peut prétendre avoir un vrai contrôle. Donc c'est contre ça qu'on se bat fondamentalement. Donc pas simple. Alors si on veut en même temps continuer à défendre cette idée, comme le disait Jonathan à l'instant, parmi les occasions à saisir, il y a le fait que cette croissance, elle ne tient plus vraiment ses promesses, elle tient beaucoup moins ses promesses en fait. Donc ce qu'elle a accompli, je dirais, de plus spectaculaire, ça a été l'émergence de la classe moyenne, donc en Occident, dans les 30 Glorieuses. Effectivement, ça a pu apparaître comme une démonstration de la légitimité
de cette course à la croissance. Bon, elle s'est accompagnée d'une destruction écologique monumentale et puis par ailleurs d'exploitation dans les périphéries aussi absolument innommable, mais bon, disons que voilà, on a encore ça en tête. Donc, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement aujourd'hui, elle tient plus ses promesses pour les classes moyennes occidentales. C'est ce qui explique pourquoi l'idée de décroissance a gagné du terrain. C'est pas juste parce qu'on a été très bon pour la faire valoir, mais c'est surtout que fondamentalement, les gens fondamentalement disent on continue à croître et en même temps, on voit pas nos conditions de vie s'améliorer. Le problème, et là ça rebondit sur ce que disait Jonathan, c'est que face à cette dégradation, l'autre réaction possible, c'est non pas de remettre en question le capitalisme, c'est de s'y accrocher et de faire plutôt dans le Trumpisme, par exemple, ou le Trumpisme doux, comme le fait Legault ici au Québec. Oui, effectivement, de s'accrocher à tout ça. Et là, on parlait justement en début de la responsabilité des industries, des gouvernements, d'agir à cette décroissance-là. C'est comme plus facile de l'imaginer à un niveau individuel que d'imaginer la même chose du côté des industries, de la finance, de la production, parce que justement, on continue la croissance infinie. Est-ce qu'on peut envisager que les bases de la décroissance soient intégrées à plus grande échelle? On l'espère, oui. On montre des solutions qui sont faisables, qui sont réalistes, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre en place dans le système actuel? Yves-Marie? C'est sûr que si on ne peut pas penser la post-croissance, comme disait Roberto, parce que c'est effectivement l'horizon. La décroissance, c'est le trajet. La post-croissance, c'est l'horizon qu'on doit se donner. À quoi bon? Donc on doit être capable de le faire. Moi, c'est sûr que je me méfie beaucoup de tout ce qui est planification. Pour moi, c'est associé justement à un monde qui est problématique, qui est celui de la civilisation industrielle, qui fonctionne sur des plans, beaucoup, et donc sur des autorités centrales qui vont imposer des façons de faire, des visions aussi à des populations. Donc je serais extrêmement méfiant. Par contre, on peut se donner des directions, on peut se donner des horizons relativement clairs. C'est ce que on essaye de faire dans la décroissance. Pour moi, un Québec post-croissance, ce serait un Québec des régions, où les régions auraient beaucoup plus d'autonomie à tous les sens du terme, autonomie matérielle, autonomie politique, dans lesquelles finalement on réorganiserait nos vies pour ne plus dépendre de ces grands systèmes techniques et économiques mondialisés aujourd'hui. Donc voilà, en gros, les bases même de ce Québec, en termes de forme de vie, c'est les communs qui seraient mis de l'avant, sur lesquels Jonathan aussi travaille. Sur le plan technique, on mettrait de l'avant ce qu'on appelle des low-tech, donc des bases technologies, des techniques moins puissantes, mais quand même efficaces, plus accessibles et plus contrôlables, surtout par leurs utilisateurs. Voilà en gros le portrait. Ensuite reste tout le travail stratégique, qui est un travail, là pour le coup, très classique. Il n'y a pas grand-chose de neuf à apporter. Quand on veut changer la société, si on veut le faire, non pas par le haut, en imposant justement des solutions, si on veut le faire par le bas, on a en gros le triptyque que propose le fameux Eric Olin Wright, créer des initiatives concrètes qui commencent à préfigurer ce que pourrait être un monde post-croissance. On peut travailler à l'intérieur du système pour essayer de le changer. Et puis, on peut aussi rentrer aussi en conflit avec ce système. On peut travailler à lui faire obstacle, à le saboter. Bon, il y a toutes sortes de stratégies dont on peut plus ou moins parler publiquement, mais qui sont aussi une façon d'avancer dans cette transformation. Et j'aurais eu envie de te laisser rebondir peut-être, Florence, justement avec tout cet aspect d'aller plus vers la régionalité, vers ce qui revient aux citoyens, aux communautés. Toi, tu travailles beaucoup sur le terrain avec ça. Oui, effectivement. Un des meilleurs exemples, je trouve, pour montrer que la décroissance peut aller à plus grande échelle, c'est l'économie sociale. L'économie sociale, c'est des entreprises, 11 200 et plus d'entreprises partout au Québec, dans les régions, qui sont pas là pour répondre à une croissance effrénée, justement, mais pour répondre à un besoin de leur communauté, puis dont leur surplus sont réinvestis pour répondre encore plus à ces besoins-là dans le bien-être collectif, dans leurs services, augmenter leurs services. Puis tout ça, bien souvent en adéquation là, avec les limites planétaires. Puis une des particularités, je pense, de l'économie sociale, c'est la gouvernance démocratique. Puis quand des entreprises appartiennent à la communauté, les décisions qui sont prises sur la production, par exemple, sont bien meilleures. Quand tu as quelqu'un qui vit les impacts directs de la production de ton entreprise sur ton conseil d'administration, bien entendu que les décisions vont aller en ce sens puis être bien meilleures
pour le citoyen, pour la planète. Oui, donc ça nous rapproche de la causalité aussi. Le cause à effet, on le voit directement parce qu'on est en communauté, puis on le sait sur qui, sur quoi ça va avoir un impact, et nécessairement sur soi-même aussi, ultimement. Roberto, tu voulais ajouter? Oui, c'est ça. C'est clair qu'on ne pourra pas penser l'intégration de la décroissance. On parlait de les industries, on peut parler du système institutionnel de manière très, très large, avec plusieurs institutions bancaires, institutions politiques, sans repenser fondamentalement ces institutions. Je peux prendre comme exemple ce qu'on voit actuellement avec comme le discours du trône qui a été prononcé par le roi, qui est comme une sorte de réactualisation des bases de l'institution de la Fédération canadienne. Et la décroissance, autant si on parle au niveau du Québec, au niveau du Canada, au niveau mondial, ne pourra pas advenir sans tasser en bon québécois, certaines institutions ou certaines logiques institutionnelles qui ancrent autant les individus dans comment ils se comportent, comment ils se projettent, comment ils habitent le monde, autant on va dire, pour revenir aux industries, parce que c'est ces institutions je pourrais prendre l'exemple du cadre, qui donnent un cadre dans lequel les gens, les groupes d'action, les groupes d'intérêt agissent et comment ils se projettent. Autant qu'on n'attaque pas, ou du moins autant qu'on ne modifie pas ces cadres institutionnels pour intégrer la décroissance, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir faire poser le changement, soit sur des individus pris isolément, soit sur des groupes d'individus qu'on mettra comme en opposition. Mais peu importe, ces institutions ne sont autres que les reflets de groupes d'individus. On pourra me répondre. Oui, absolument. Et Jonathan, pour ta part, là, aujourd'hui, tu es en représentation du mouvement Multitude qui a été nouvellement créé, qui traite justement de ça, de la décroissance, mais même au-delà de ça, de démonter finalement le système économique actuel. Oui, en fait, au sein de Multitude, c'est des idées qui circulent beaucoup, on partage, on voit comment ça peut être diffusé, popularisé davantage. Un des thèmes qu'on utilise beaucoup de notre côté, puis je pense qu'il à la fois un vrai écho, puis qui peut s'attaquer à la racine du problème, c'est la démocratisation de notre système économique. Ce qu'on entend par là, comme ça a été dit plus tôt, en fait, c'est la décentralisation de la prise de décision par les communautés directement au sein des différents territoires, que ce soit à l'échelle municipale, régionale ou autre. Ça implique aussi la démocratisation des entreprises, des lieux de travail. Donc, au lieu que ce soit des sociétés d'actionnaires avec des dirigeants qui décident en fonction de la rentabilité, du profit, de la croissance, mais d'avoir plutôt des personnes qui sont des consommateurs, travailleurs, membres de la communauté qui prennent des décisions ensemble. On parle d'autogestion, gouvernance démocratique, commun et autres. Et nous, on pense que par la démocratisation de notre système économique, territoire, puis il y a déjà des formes qui existent à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, on ne part pas de rien non plus. Là, il faut voir maintenant comment on peut aller encore plus loin, changer d'échelle, passer de ce qui existe à petite échelle à quelque chose de beaucoup plus vaste. Puis c'est ça un peu qui est difficile à faire à l'heure actuelle. Oui. Et là, ça m'amène à ma prochaine question qui est finances et crise climatique. Là, dans la décroissance, évidemment, les gens montent aux barricades. Non, mais on ne peut pas produire moins, on a besoin de bien vivre, on le dit, là, que c'est souvent le réflexe de se dire, qu'est-ce qu'on va perdre dans tout ça? Mais à la fois, la plupart des gens avec qui j'en discute ont plus de difficultés à faire le lien entre le milieu financier ou tout ce qui relève de l'argent, de la gestion financière et de la crise climatique, comme si ça ne pouvait pas aller ensemble ou travailler soit l'un contre l'autre ou de pair pour aller mieux. Comment on peut l'expliquer là, pour monsieur, madame, tout le monde, je dirais, là, ce lien-là entre finances et crise climatique, les impacts et les corrélations à faire? Au niveau le système actuel va faire en sorte que le modèle financier, la crise climatique ou la crise des changements climatiques menace d'abord le système financier parce que ce système ne peut fonctionner que sur du matériel, que sur des flux énergétiques, des flux matériels. Si la crise climatique vient fondamentalement affecter ces bases matérielles, toute la finance qui mise sur combien de minéraux on va exploiter, combien de pétrole ou du moins combien d'éoliennes on va faire tourner, tout ça va être remis en question. C'est l'un des enjeux par rapport, par exemple, à l'agriculture. On va dire comme l'agriculture, comme ça a été développé au cours des derniers millénaires, a profité d'une sorte de stabilisation du climat qui a permis le développement de techniques, le développement de savoir.
Mais imaginons demain que ces bases géoclimatiques sur lesquelles nos savoirs se sont fondés pour faire l'agriculture ne tiennent plus parce qu'il y a des dérèglements Mais climatiques. c'est déjà en train de se passer. Ça va affecter autant qui affecte tout dans le milieu de la finance. Pour ce qui est de la décroissance, comment on finance la décroissance? Est-ce qu'on finance la décroissance? Là, on revient à l'idée de la démocratisation. Oui. Yves-Marie. Ça permet de rebondir aussi un peu sur l'économie sociale. Les bases même de l'économie sociale, enfin en tout cas je pense au modèle coopératif, mais même aux organismes communautaires, c'est quoi? C'est des humains qui se mettent ensemble, qui mettent ensemble leur peu de richesse. Pourquoi il y a autant de coopératives au Québec? Parce que les Québécois et Québécoises, ou ce qu'on appelait les Canadiens français, ils n'avaient pas le capital, c'est les Anglais qui l'avaient. Et quand on veut faire des choses, et quand on veut se prendre en main et faire ce dont on a besoin pour vivre correctement, la solution c'est ça, c'est de mutualiser en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La finance, dans un monde post-croissance, c'est la mutualisation, c'est la cotisation participative, etc. Rien à voir avec ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui va disparaître, qu'il faut faire disparaître. C'est évident. Enfin, pour moi, il n'y a pas de compatibilité possible. Cette finance qui s'est développée depuis les années 80 fait partie du problème. C'est clair qu'elle fait partie du problème. Par contre, je la verrais un peu différemment de la manière dont on la présente généralement. Souvent, on la présente comme une espèce de dérive du capitalisme. Il y aurait eu un bon capitalisme vers lequel il faudrait revenir. La réindustrialisation, puis voilà, on va se débarrasser des méchants financiers, éventuellement leur couper la tête. Bon, on n'est jamais très loin de l'antisémitisme non plus par rapport à cette position. Donc c'est une vision très très courte du problème. En fait, cette finance, elle se développe en fait sur des difficultés du capitalisme à se reproduire. Pourquoi la finance se développe autant? Parce que le capitalisme est de moins en moins capable, effectivement, de générer l'accumulation de capital en fait. Et donc on va vivre sur quoi? Sur des promesses de gains futurs. Et c'est ça la finance, c'est un commerce de promesses. Donc alors c'est ça qui a fait tenir le système. Donc pour l'instant il tient largement grâce à ce que Marx appelait du capital fictif. Justement, il n'y en a pas de capital. On est de moins en moins capable de le faire et on le voit. Le taux de croissance n'a pas cessé de décliner partout en Occident depuis les années 80. C'est un indice de cette difficulté du capitalisme à se reproduire. La finance est une espèce de béquille qui a fait tenir le système jusqu'ici, qui disparaîtra avec lui, j'espère, le plus vite possible. Oui, c'est ça. Florence, est-ce que tu voulais rebondir sur cet aspect? Je crois que pour répondre simplement à ta question, le système économique est comme la cause sous-jacente aux crises que l'on vit. C'est un système qui est basé sur une croissance effrénée, puis que c'est dû à ça que les impacts sur la biodiversité, sur les droits de la personne, le bien-être des populations, puis la résilience des collectivités. Puis c'est drôle parce que j'en discutais avec mon collègue, puis le modèle actuel de l'investissement, on a l'impression qu'on gagne de l'argent à la bourse et tout ça, mais est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent quand le logement coûte plus cher, quand l'épicerie coûte plus cher? Est-ce qu'on gagne vraiment au change? Dans la plupart des cas, je ne crois pas. Merci, Florence. Et puis, maintenant, on va aller vers une courte pause, donc un petit 2 minutes. Et puis, pour les gens en ligne, restez en ondes parce qu'on vous revient tout de suite après. Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5 pour notre table ronde autour de la décroissance et de l'économie sociale, entre autres, pour un futur viable, en compagnie de Yves-Marie Abraham, Jonathan Durand-Folco, Florence de Bellefeuille-Dunberry et Roberto Stevens-Collin. Donc là, je voulais poursuivre sur ce qu'on pourrait appeler les modèles économiques différents, alternatifs. Qu'est-ce qu'on peut inclure dans cette catégorie de modèles économiques différents? Jonathan, peut-être en ligne? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui, c'est ça. En fait, je dirais qu'il existe une pluralité de formes économiques. On parle de l'économie sociale et solidaire notamment. Donc, qui fait déjà partie de notre système socio-économique, mais de façon davantage marginale. On dit que ça représente de 10 à 12 % du PIB, du produit intérieur brut. On pourrait peut-être espérer que ça représente davantage, mais il y a ça tout de même qui existe. La question des communs aussi, qui recoupe un peu l'économie sociale, mais qui touche à l'action communautaire également, à des initiatives citoyennes sans statut juridique aussi. Et il y a d'autres choses dont on parle aussi parfois. L'économie circulaire, de ce côté-là, je suis un peu plus sceptique parce qu'il y a des composantes de cette économie, en fait, qui sont entièrement compatibles avec un esprit de post-croissance, d'économie sociale et autres, mais ça peut être aussi facilement récupéré par des industries orientées vers la croissance, le profit et ainsi de suite, avec le mythe d'une circularité infinie. Donc, l'économie circulaire, je la prendrai avec nuance pour voir c'est quoi les projets concrets qui se trouvent là.
Et puis, il y a plein d'autres termes qui flottent dans la littérature. Parfois, des gens vont parler de bio-régionalisme, de municipalisme, on va parler d'éco-socialisme, de démocratisation de l'économie, d'un retour à une forme de bien-être local au-delà de la question de la finance monétaire et autre chose. Donc, il y a plein de termes qui circulent. Puis là, c'est de voir, en fait, c'est quoi les initiatives concrètes qui se cachent derrière ces termes. Mm-hmm. Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a autour de la table qui voulaient compléter là-dessus. Roberto, oui? Oui, c'est ça. Moi, je partirais sur une sorte de critique de l'économie circulaire pour revenir à la décroissance, parce que on voit que l'économie circulaire, comme je viens de le dire, frappe souvent le mur, du moins c'est parfois le mur d'une récupération du modèle capitaliste, oui, où ne tient pas. On n'arrive pas à avoir assez d'intrants, les intrants ne sont pas assez purs, ou on va dire comme ça coûte beaucoup moins cher d'aller faire une nouvelle mine que de partir du gisement qui est déjà là dans une économie circulaire. Tout ça pour dire comme autant que des idéaux normatifs ne sont pas réactualisés, plusieurs modèles, plusieurs économiques différents, alternatifs, rencontrent des difficultés parce que ces modèles économiques doivent s'intégrer, doivent cohabiter avec des exigences du modèle économique dominant qui soit les récupèrent puis les dénaturent, soit les marginalisent et finissent par disparaître. Donc, ces modèles économiques, on revient à la décroissance, on revient à la post-croissance comme fondement pour permettre le bourgeonnement de ces modèles. Sinon, il y aura toujours des exigences contradictoires qui vont empêcher de voir ces modèles s'actualiser, prendre réellement forme. Oui, donc à prendre avec nuance, hein, comme disait Jonathan. Yves-Marie? Je rebondis sur ce que dit Roberto, qui me stimule. Tout à fait d'accord avec lui. Mais ça me ramène aussi à ta première question, Maud, où tu disais finalement comment ça se fait, alors qu'on est d'accord sur la décroissance, que finalement ça progresse pas davantage. C'est parce qu'il y a aussi ces discours qui entretiennent finalement une espèce d'espoir qui pour moi est vain. D'ailleurs, dans le meilleur des cas, il est vain. Dans le pire des cas, il est dangereux. Qu'on pourrait effectivement rendre compatible le capitalisme avec la soutenabilité et la justice sociale. Or, pour moi, ça n'est pas le cas. Donc, si on veut régler ces questions de destruction écologique et de justice sociale, il faut sortir du capitalisme. C'est une mauvaise nouvelle parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est très mal pris, mais c'est bien l'horizon qu'on doit se donner. Donc, et le problème de ces discours, c'est qu'ils sont très ambigus là-dessus. Hein. Donc, la transition socio-écologique, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'on va passer d'un État à un autre sur le plan social et écologique. Mais ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, une dictature verte, ce serait une transition socio-écologique. Ça serait une façon de le faire. Donc, il faut clarifier les choses. Il faut clarifier au moins le point à partir duquel on part et le point vers lequel on va. Le point vers lequel on va, moi je dis ça doit être la post-croissance, c'est-à-dire le post-capitalisme. Il faut l'assumer. L'économie circulaire, c'est un peu la même chose. Laisse entendre qu'on pourrait avoir un capitalisme circulaire, ce qui par ailleurs repose sur un mensonge sur le plan physique, puisque la circularité est une impossibilité sur le plan physique. Il y a forcément dégradation, il y a forcément perte. C'est la fameuse, c'est le fameux phénomène de l'entropie qu'on peut aussi penser concernant la matière. Donc on a un vrai problème avec ça. Donc il faut essayer d'éviter ces discours qui aujourd'hui malheureusement participent à entretenir un peu la poursuite de ce monde. Oui. On peut continuer tout ce qu'on fait puisqu'il y a la circularité, puisque de toute façon on peut récupérer à l'infini ce qui est faux, comme le dit Yves-Marie. Effectivement. Et là, on a parlé un petit peu de ce qui pouvait se trouver dans cette catégorie, ce qui est mitigé, ce qu'il faut prendre avec des pincettes, avec nuance. Est-ce que ces transformations-là sont envisageables? Oui et non. Oui, dans le meilleur des mondes, de la bonne manière, mais quelle serait-elle? Donc, quelle recette à appliquer pour y arriver? Oui. Roberto? Florence, pardon. Oui, ça, c'est une question que je trouve super intéressante. Puis, dans les travaux préparatoires au sommet de l'économie sociale, on a fait un petit groupe là, sous économie en transition, dont Multitude a parti ce groupe-là, qu'on a rédigé une vision sur cette question-là. Puis je pense que dans toute cette vision-là, la chose qui est importante à comprendre, puis que moi m'a vraiment allumée, c'est de comprendre que le système économique, c'est pas comme un bloc monolithique qui peut pas bouger, puis que quand on dit qu'il faut transformer le système économique, il faut partir à zéro, faire page blanche, c'est pas vraiment ça. On a un système économique pluriel. Donc, quand on dit
transformer l'économie, c'est donc déplacer les pouvoirs, déplacer les formes d'économie. Donc, pour l'économie sociale, ça serait donc de prendre plus de place, de gruger le système économique actuel, donc, puis de rendre plus démocratique l'économie, donc de rendre l'économie à la communauté. Donc, ouais, c'est un mythe, je crois, qu'il faut déboulonner. Oui. Il faut repartir à zéro. Absolument. Oui, oui, qui est souvent mis de pair avec la décroissance. Bon, c'est ça, il faut tout recommencer. Puis évidemment que c'est impossible de se dire, il faut que je rase ma maison pour la rebâtir de zéro. Tout le monde se découragerait à la vue d'une telle tâche. Puis finalement, on peut le voir différemment. Là, on revient à la terminologie employée. Hein. Comme disait Yves-Marie, il y a certains mots un peu fourre-tout ou qui ont été suremployés ou mal utilisés qui créent une confusion supplémentaire là, au sein de la communauté autour de ces thématiques-là, j'ai l'impression. Donc, comment envisager ces transformations? As-tu une recette pour nous, Roberto? En fait, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de recette, en fait. Et l'idée qu'on pourrait trouver ou qu'il faudrait trouver une recette est, je dirais, dangereux, en fait, et totalement hors sujet. Même le modèle dans lequel on vit, il n'y a pas de recette pour le capitalisme. C'est pas une affaire qui est tombée dessus puis on l'a eu comme il est. Ça a été des allers-retours, ça a été des guerres, ça a été de l'exploitation humaine, ça a été la colonisation, ça a été Première, Deuxième Guerre mondiale. Ça a été des reconfigurations sur le long terme, mais avec encore des balises. Encore la balise de la croissance, la balise de la puissance. Mais même à l'intérieur de ces balises, nos sociétés contemporaines sont allées à tâtons pour monter le capitalisme. Je dirais, pour sortir le comment, en fait, c'est encore une fois, c'est poser des balises et reconnaître qu'on va aller à tâtons. Ce ne sera pas toujours facile. Peut-être par moments, ce sera même souffrant. Mais si on revient à ce que Yves-Marie Abraham dit, être capable de décider ensemble, c'est être capable de choisir, de dire comme pourquoi je me ferais du mal moi-même, sachant pertinemment que faire du mal à mon voisin, c'est me faire du mal moi-même. C'est comme, on va remettre des balises pour être capable de naviguer et de faire confiance bon, c'est peut-être pas, je suis optimiste, mais faire confiance à l'humain pour être capable, à l'intérieur de nouvelles balises normatives, être capable de déterminer d'autres modèles économiques. Donc, introduire des nouvelles balises normatives. Intéressant comme apport. Jonathan, je t'entends. Ah, vas-y, Jonathan. Oui, mais en fait, ce que je dirais pour peut-être compléter, rebondir sur ce qui a été dit, je pense aussi qu'il n'y a pas de recette unique, mais il faut quand même avoir une stratégie quand même, ou plusieurs stratégies ou fronts de lutte pour agir. Il y a tout ce qui est création d'alternatives, d'initiatives, d'économie sociale, de communs et autres choses pour amener des changements par les cracks du système actuel, ce que Eric Olin Wright appelle les différents interstices. Donc ça, c'est une chose. Il faut combiner à ça des formes de résistance citoyenne, empêcher certains projets industriels nocifs d'arriver quand on croit que cet argent-là pourrait être investi ailleurs pour des projets plus sains et ainsi de suite. À ça, il faut ajouter aussi une autre couche, puis là, c'est une autre échelle d'intervention. C'est tout ce qu'on appelle les réformes radicales au niveau institutionnel. Donc, ça peut être à l'échelle municipale, provinciale, fédérale ou autre pour essayer de domestiquer le système comme on le peut. Ça ne sera pas encore suffisant. Il faut envisager aussi peut-être, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, demain, c'est davantage envisager peut-être des formes de démantèlement de certaines institutions nocives ou de socialisation démocratique de moyens de production, d'infrastructures et ainsi de suite. À une certaine époque, on était un peu dans la création des sociétés d'État, Hydro-Québec et compagnie. Mais outre les nationalisations, on pourrait penser à la municipalisation, à la bio-régionalisation de certaines infrastructures. Donc, c'est des choses qui sont envisageables et qu'on doit voir comment est-ce qu'on peut articuler tous ces fronts de lutte ensemble. C'est ça qui est un peu difficile à faire. Donc, ça, c'est un des grands défis. Yves-Marie? Oui, donc aussi en écho à ce que disaient mes collègues, je crois vraiment que un des points de départ, c'est de s'entendre sur, en tout cas de discuter du diagnostic, dans quel monde vivons-nous, et là il y a des désaccords déjà. Donc, sur cette et réalité. ensuite de quel monde voulons-nous en fait. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Et après, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à mettre de l'avant avant tout la démocratisation. Donc ça tombe bien, multitude, c'est aussi ce qu'ils veulent faire. Donc finalement, on va être d'accord là-dessus. Il y a peu de gens qui seraient en désaccord avec ce principe, mais je pense que c'est très précieux actuellement parce que
on le voit bien. Enfin, on voit bien sur le plan politique vers quoi on évolue. Et il y a tout un discours qui consiste à dire, écoutez, l'urgence climatique fait qu'on n'a vraiment pas le temps de discuter. Donc très dangereux, ça, extrêmement dangereux. Donc ce monde qui nous échappe déjà de tous les côtés risque de nous échapper encore plus. Donc je pense que l'exigence de démocratie, elle devrait être réaffirmée encore plus. Pour des raisons de principe, si on tient à garder le contrôle sur nos vies, et pour moi c'est la raison d'être fondamentale de la décroissance, c'est pas tellement la question écologique d'abord, ni même celle de la justice sociale, c'est d'abord le contrôle sur nos vies. Bon, ce serait pour moi ce qui est le plus précieux. Et la démocratie, c'est une façon d'essayer d'exercer ce contrôle sur nos vies. Mais il faut le défendre par principe, il faut aussi la défendre parce que ça marche en fait. Et que dans le contexte actuel, demander aux humains de réfléchir sérieusement à des solutions à mettre en œuvre, d'en débattre, de s'engueuler, mais de s'entendre sur des solutions qui seront des compromis, qui seront jamais aussi belles que celles que je pourrais imaginer, il y a quelque chose de très sain et de très efficace. Donc l'exemple que j'utilise toujours dans mes cours, c'est celui de la Convention citoyenne sur le climat en France, où on a coincé Macron, on lui a fait faire jouer un petit jeu démocratique, on a tiré au sort 150 Français et Françaises pour leur demander de réfléchir pendant 7 fins de semaine, très court, 7 fins de semaine, c'est pas long, des humains qui venaient de partout, donc des gens tout à fait incompétents pour une part d'entre eux, d'autres compétents, avec des avis politiques de tous les bords, et qui finalement, dans ce temps très court, ont rendu un verdict et des propositions qui ont énormément d'allure. Quand on prend les 149 propositions qu'ils ont formulées, on a quasiment les bases d'un programme de décroissance. J'exagère un peu, mais on n'est pas très loin de ça. C'est-à-dire donc placer les humains dans une position qui n'est pas celle dans laquelle on nous réduit constamment, qui est celle du fameux homo economicus, soit le salarié, soit le consommateur, mais dans la position d'un humain qui doit réfléchir à l'intérêt général, ça marche. Je pense que ça peut marcher. Et donc moi, j'en ferai un peu la pierre de touche, la pierre de base là, d'une stratégie vers la post-croissance. Donc, retourner encore une fois vers la communauté. L'économie sociale fait partie de ce principe de communauté, justement. Florence, est-ce que tu penses que ça peut répondre aux problématiques qui sont évoquées dans la conversation ici? Oui, tout à fait. C'est pas une solution unique, mais ça fait définitivement partie de la solution. L'économie sociale existe depuis longtemps au Québec. C'est une base déjà établie, déjà en action. Donc, quand on parle de transformer l'économie, de transformer à partir de qu'est-ce qui existe déjà, c'est une bonne chose. Puis c'est se donner les outils pour qu'elle prenne encore plus de place, comme je disais tantôt, puis créer ces espèces de points de bascule-là qui ont un impact sur tout le système. Quand on parle dans les médias de la cible du 20% de logements sans but lucratif, c'est une cible minimum, mais qui permet, si on l'atteint, d'avoir un impact sur tout le système, sur le marché immobilier pour baisser les prix. Donc, quand on dit de prendre plus de place, que l'économie sociale prenne plus de place, ça permet de redonner le pouvoir aux communautés, puis parce que les entreprises sont détenues par la communauté. Donc, ouais. Donc, ça a un impact dans la communauté en tant que telle directement, mais aussi sur tous les systèmes économiques connexes, sous-jacents, etc. Yves-Marie, tu voulais rebondir sur ça? Oui, je suis très content d'entendre Florence tenir cette position qui serait aussi la mienne. En fait, je suis toujours un peu désespéré quand j'entends des personnes qui sont dans l'économie sociale dire on est le troisième pilier de l'économie, puis d'une certaine façon de s'en contenter. Là, pour moi, il y a un énorme problème parce que tant que l'économie sociale accepte cette position, elle accepte le rôle déboueur du capital, comme je le dis régulièrement. Donc, en gros, de s'occuper de tout ce dont le capital ne veut pas se charger parce qu'il n'y a pas d'argent à faire, parce que ça finirait par le gruger. C'est ça que fait, dans une large mesure, l'économie sociale. Ce qui est très bien, ce qui est très nécessaire. Je veux dire, il y a beaucoup d'humains qui vivent mieux grâce à l'économie sociale. Donc, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, sauf que ça ne va pas transformer la société. Ça lui permet de se reproduire, en fait. Ça lui permet de se reproduire telle qu'elle. Et donc, il faut, comme le dit Florence, que l'économie sociale revendique et développe des stratégies pour devenir le seul secteur. Pas un secteur parmi d'autres, mais le secteur. Parce que c'est celui, justement, dans lequel on aurait à ce moment-là le contrôle sur nos vies. Parce que s'en remettre à l'État, ce n'est pas forcément mieux non plus. Donc, il y a tout un jeu subtil à jouer avec l'État. Il faut faire attention parce que on pourrait dire aussi du côté étatique, vous voulez vous occuper de vos affaires, on va plus mettre d'argent, on va plus vous aider. Donc là, il y a tout un discours néolibéral qui pourrait se nourrir de ce que je suis en train de dire. Donc attention, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Avec nuance. Mais il faudrait vraiment que c'est ça, assumer finalement le potentiel de cette économie sociale en disant nous devons devenir finalement le principal secteur, voire le seul secteur. On doit organiser l'économie sur les principes même de l'économie sociale.
Roberto, est-ce que tu souhaitais rebondir sur ce sujet-là? Sinon, j'aurais été vers toi, Jonathan, pour la naissance de mouvements différents comme Multitude pour répondre à des besoins de transformation sociétale. Donc, là, Multitude est née récemment et j'aimerais ça que tu nous parles brièvement là, de la raison d'être, mission, objectif de ce mouvement-là. Oui, en fait, c'est une initiative qui est en forme d'incubation depuis environ 1 an. C'est né de la rencontre d'une quinzaine de personnes issues de l'économie sociale notamment. On est en train de discuter du mouvement écologiste, mouvement syndical, communautaire, citoyen et autres qui se disent, mais là, il faut essayer de créer des ponts entre ces différents mouvements, domaines qui cherchent à accélérer la transformation de la société pour la rendre plus équitable, durable, à se diriger vers un système de démocratisation complet. Puis ils se sont dit, mais on va essayer de créer une genre de base pour essayer de repolitiser ces différentes choses-là, de les faire discuter ensemble sans que ça passe par la forme partisane. Donc, c'est un mouvement qui ne veut pas juste un mouvement citoyen, un mouvement authentiquement politique, mais qui permettrait d'aller au-delà des intentions des partis politiques et de prendre le pouvoir à court terme. Puis l'idée, c'est de construire un projet dans la durée pour s'opposer à une oligarchie, c'est-à-dire une concentration extrême du pouvoir dans les mains d'une minorité, et pour s'opposer à ça, le contraire d'une oligarchie, qui est un peu le système dans lequel on vit, c'est de redécentraliser, redémocratiser le pouvoir afin que les gens puissent reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc ça, c'est un peu la raison d'être en gros. C'est né au Québec, peut-être que ça va déborder ailleurs par la suite. Puis on veut se mettre en synergie, complémentarité avec d'autres initiatives citoyennes, mouvements qui existent sur le territoire à l'heure actuelle. Donc il y en a beaucoup d'autres. Il y a les Mères au front, le Front commun pour la transition écologique, le mouvement de l'économie sociale à l'heure actuelle qu'on cherche à influencer aussi d'une certaine façon, mais il est en train de se remettre en mouvement. Je pense de rester dire on se contente pas de ce qui est là, on existe comme un tiers secteur, on cherche à aller beaucoup plus loin. Donc, on cherche en quelque sorte à créer des ponts pour dynamiser les choses par des assemblées de cuisine. Éventuellement, il va y avoir des groupes d'action locaux, communautaires, et après ça, peut-être aussi, il va y avoir des campagnes qui vont venir en vue des prochaines élections municipales et autre chose, pas pour que nous, on se présente au pouvoir, mais pour influencer ce qui va être fait par la suite. Mm-hmm. Donc là, on le voit par la création de mouvements comme celui-là, qui a un besoin dans la communauté d'agir différemment, de vivre différemment aussi. Donc, on pourrait considérer que c'est une bonne nouvelle. Oui, puis dans les grandes lignes, en fait, il y a plein de choses au Québec qui existent. Par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a le grand dialogue. Mais de leur côté, ils disent, là, on arrive à un point de concertation pour faire atterrir cette transition socio-écologique. C'est un peu compliqué, mais on cherche à aller plus loin puis à se réseauter avec d'autres régions ailleurs. Et parallèlement aussi, j'entends que les branches, comme la création, la naissance de mouvements qui serait bio-régionaliste aussi. Donc, on cherche en quelque sorte à voir, tout ce fourmillement-là qui se passe d'initiatives citoyennes. Il faut que les gens se parlent entre eux. Et on peut voir aussi des mouvements de résistance face à la montée des courants d'extrême droite, à Donald Trump et compagnie. Donc, il faut créer des ponts, des lieux de convergence. Puis Multitude veut contribuer à ça aussi. Roberto, tu voulais te prononcer sur le sujet? Non. Pas particulièrement. Je t'ai vu lever la main. Je me suis dit, ça y est, il veut parler par rapport à ce mouvement-là. Merci, Jonathan, pour ce résumé. J'ai d'ailleurs assisté à une de ces assemblées de cuisine qui était fort intéressante et pertinente aussi, là, juste de se remettre en communauté avec des gens que je connaissais même pas pour discuter de ces sujets-là. Juste ça, c'était suffisant pour rallumer une certaine flamme là, dans la communauté. Oui, Yves-Marie. Donc, en écho à ce que dit Jonathan, je trouve que le mouvement a toute sa raison d'être et va sûrement apporter beaucoup de choses. Par contre, en écoutant Jonathan, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un petit danger aussi dans cette façon d'envisager les choses. Ce serait l'idée qu'il serait possible d'y avoir une convergence sur ces questions-là. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas de convergence. Il y a clairement aujourd'hui une partie de la société québécoise, de la civilisation industrielle, qui n'a aucun intérêt à essayer de mettre en œuvre le monde que nous voulons mettre en œuvre. Donc, il faut s'attendre aussi à des conflits. Il faut s'attendre à des rapports de force qui pourront être durs. Il faut attendre le plus tard possible pour que ces rapports de force se matérialisent, on va dire, parce qu'on n'est pas en position de force, justement. Mais je dirais, là, il faut
faut faire attention aussi à ce discours qui peut être un peu celui d'une certaine philosophie libérale selon laquelle on pourrait tous s'entendre. Je ne crois pas. Oui. Donc, nous sommes dans des sociétés de classe et nos intérêts sont profondément divergents. Et donc, il faut s'attendre à du conflit, à du débat et donc aussi, malheureusement, à des formes de violence. Oui, et donc adapter les stratégies et la manière de l'aborder en fonction de tout ça, effectivement. Sinon, j'aimerais ça revenir vers Florence pour le sommet de l'économie sociale. Il nous reste quelques minutes avant de terminer, parce que ça a été un lieu de rencontre assez extraordinaire qui s'est tenu tout récemment à la TEU. Et j'aimerais ça peut-être brièvement, là, les rappels des objectifs qui étaient visés lors du sommet et peut-être les constats les plus marquants là, à la suite de ce sommet. Oui, c'était un événement assez marquant et historique. On ne fait pas ça souvent, des sommets. Le dernier remonte il y a 20 ans. Donc, l'objectif principal, c'était vraiment de prendre un moment pour constater le chemin accompli, mais surtout de regarder, OK, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on vise pour les 25 prochaines années? Quelles sont nos ambitions? Puis surtout, quels sont les moyens qu'on se donne? Donc, les outils, des nouveaux fonds, des alliances pour accélérer les transformations sociales qui se font un peu partout au Québec en économie sociale. Puis je crois que le constat que je vais dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'était le besoin ressenti, les échos que j'ai reçus, qu'on a reçus à travers à la TEU sur place, puis après le sommet, c'est que les gens se sentaient énergisés de rencontrer tout ce monde-là, de se connaître, se reconnaître, de voir que oui, eux, sur le terrain, ils visent un objectif, mais ils sont pas tout seuls. Tu sais, là, à la TEU, il y avait déjà 1500 personnes qui visaient le même objectif d'améliorer la qualité de vie, de passer par les communautés. Donc, ce sentiment d'appartenance-là était super fort, puis de se rendre compte dans un climat actuel qui est un peu dépressif, de se dire wow, je fais quelque chose d'utile, puis en plus, je suis pas la seule à le faire. Donc, c'était vraiment énergisant, donner de l'espoir. Puis on s'est doté de plein d'outils là, que je pourrais parler longtemps. Mais oui, effectivement. Puis peut-être brièvement, là, je sais que vous êtes encore dans la relecture des notes, l'analyse de tout ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il y a quand même certaines avancées qui sont ressorties de cette rencontre extraordinaire entre des gens qui, j'aimerais le dire, sont de tous horizons, là. On avait des personnes impliquées au niveau citoyen, au niveau des municipalités, dans des entreprises. Il y avait vraiment des gens de toute la communauté civile et entrepreneuriale qui étaient là. Oui, bien ça, je crois que c'est un des gains, là, d'avoir rassemblé tout ce monde-là qui était un peu éparpillé, donc de se remettre ensemble à travers ce sommet-là. Tu sais, dans les avancées, il y a eu des alliances qui se sont créées justement autour de la démocratisation de l'économie. Il y a eu des nouveaux fonds qui se sont créés pour les entrepreneurs. Tu sais, juste un exemple marquant, Tricentris, une entreprise qui est un centre de tri. Ils ont annoncé qu'ils allaient investir leur surplus dans la construction du premier centre d'achat en économie circulaire en Amérique du Nord, en plus du développement de plein d'autres initiatives. Donc, c'était des avancées sur plein de choses, mais qui se rassemblent à un plan d'action sur 25 ans de qu'est-ce qu'on se fait, puis comment on le fait, surtout quel outil on se donne. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir lire la suite de ça. J'imagine qu'il y aura un résumé quelque part éventuellement. En septembre, on publiera les actes du sommet. Donc, vous pourrez lire toutes les annonces et les choses qui se sont passées. Je te réinviterai à ce moment-là pour en parler lors de la prochaine saison. Et puis, Roberto, peut-être nous parler un peu, il nous reste peut-être une petite minute pour parler de la revue, peut-être le prochain numéro qui s'en vient, la revue Economia. Oui, la revue Economia Humana, c'est comme une revue québécoise, une revue francophone. C'est une revue qui cherche à penser la communauté humaine dans le cadre de la vie, du vivant avec un grand V. Et c'est en cela qu'on a fait le numéro sur la décroissance. C'est avec l'idée d'un double décloisonnement, le décloisonnement du milieu universitaire vers des modèles de communication beaucoup plus libres. On a des récits, des essais, des photos, des images de la revue, mais également
donner la voix à des gens, parce que l'un des enjeux par rapport à la décroissance ou à la post-croissance, c'est cette idée de on veut que ça soit démocratique, on veut s'ouvrir à des gens, mais très souvent on se retrouve dans des entre-soi qui sont extrêmement rigides, parce qu'au final, c'est le milieu dans lequel on se sent protégé. Et avec la revue Economa Humana, c'est vraiment cette idée d'ouvrir toute la question de la transition socio-écologique, même si, encore une fois, ça ne dit pas quelle transition, vers quelle société on va, mais cette manière d'aborder des questions, comme le second numéro a porté sur la reddition écologique, et le troisième numéro portera sur l'écologie décoloniale, c'est aborder des thématiques qui sont, même s'ils sont dans le champ commun de débat, mais qui sont souvent un peu marginalisés. Puis nous, notre but, c'est un peu ça, donner la voix à ces thématiques-là, en parler, mais en parler de manière très large, de manière avec une science plurielle, une science engagée. Mais merci en tout cas d'aborder ces thématiques-là. Donc, je vous invite à vous procurer, à lire ces revues, ces informations-là, à lire les livres aussi que Yves-Marie Abraham a écrit ou co-écrit, notamment Guérir du mal de l'infini aux éditions Éco-Société dans la collection Polémos. Et puis, Jonathan, on invite tout le monde à aller voir là, sur Multitude. Il y a un site web qui existe. Il est possible de prendre part à ce grand mouvement. Donc, j'invite nos auditeurs, auditrices à le faire, à s'informer le plus possible, à s'impliquer localement aussi. Je pense que c'est une des solutions. Yves-Marie, oui, votre conclusion. Un petit scoop. Un 11, scoop. 12, 13 juillet, au BIC, à Sache-Terre, un campus populaire sur le thème décroissance, paysannerie et autonomie. C'est un rendez-vous. Merci Yves-Marie. Donc, je rappelle que j'étais en compagnie d'Yves-Marie Abraham, Jonathan Durand-Folco, Florence de Bellefeuille-Dunbury, Roberto Stevens-Collin. Merci à vous quatre d'avoir pris part à cette table ronde aujourd'hui. Et la semaine prochaine, eh bien, encore une très belle émission qui nous attend. Jolie autochtone, dernière chronique de Claudia Beaumont et puis tant d'autres invités. Merci à vous et bonne journée. Merci à toi. Maud. Merci.